Bonjour à tous. Donc, on est déjà prêt pour la prochaine présentation du marché des insectes comestibles. J'ai le plaisir d'accueillir Laurence Auger, étudiante au doctorat à l'Université Laval, qui se spécialise justement sur les insectes comestibles. Elle va faire une petite présentation vulgarisée pour les jeunes et les moins jeunes. Donc, merci beaucoup, Laurence, et vous pouvez venir vous asseoir dans les gradins pour la présentation. Bonjour, merci Jennifer. Oh, je commence bien. Donc, comme disait Jennifer, je suis étudiante au doctorat à l'Université Laval, puis aujourd'hui, je vais vous présenter un peu comment se fait les insectes comestibles à la maison. C'est quoi leur intérêt, en fait, pourquoi on parle beaucoup d'insectes comestibles aujourd'hui. Donc, l'entomophagie, si vous ne connaissez pas le terme, c'est un terme qui veut dire de manger des insectes. Donc, c'est composé de entomo, qui vient d'insectes, et phagie, manger. Vous avez sûrement déjà entendu parler à travers le monde qu'on a un problème pour la consommation de viande. Donc, la production de viande prend déjà 70 des terres habitables. Et pour cette production de viande-là, on parle de 70 mais ça inclut aussi tout ce qui est produit pour alimenter le bétail. Par contre, ce 70 de terre-là va juste donner une partie infime de ce qu'on a besoin en nutriments, en protéines, comparativement aux cultures de céréales qui vont être mangées directement ou végétables, qui vont donner un apport beaucoup plus important. Donc, on voit qu'il y a un problème dans la durabilité de notre système et qu'on a une demande pour des nouvelles types de protéines, non seulement pour la consommation humaine, mais aussi pour continuer à produire notre bétail. Malheureusement, au Canada, on est un peu des champions en gaspillage alimentaire. On a 40 de tout ce qui va être produit à tous les niveaux de production alimentaire qui vont être gaspillés. Donc là, on ne parle pas seulement de ce qui est mangé à la maison, mais aussi ce qui est produit vendu par les épiceries, qui est vendu aussi par les productions agricoles. Donc, on parle de contamination par des parasites, des choses comme ça. Vous ne savez peut-être pas, là, mais la production et le gaspillage vont contribuer au réchauffement climatique à cause que notre modèle jusqu'à maintenant, et c'est en train de changer, c'est d'envoyer tout ça aux décharges. Donc, ça contribue au réchauffement climatique en produisant des gaz, en chauffant, en dénaturant les sols aussi. Donc, comme je disais, tout ce qu'on va jeter, ça s'en va à la décharge. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la stratégie des 3 R, qui sont les méthodes qu'on a pour essayer de réduire, recycler et réutiliser. Donc, ce qu'on peut faire en ce moment, à part les insectes comestibles, pour réduire, recycler et réutiliser, c'est d'envoyer au compostage. Donc, ça, c'est une méthode pour recycler. On peut aussi envoyer à la biométhanisation, qui est aussi une autre méthode pour essayer de recycler, mais qui va, elle aussi, avoir des effets néfastes en contribuant aux gaz à effet de serre. Ce qui est intéressant avec la production d'insectes comestibles, on peut les nourrir avec des déchets organiques, puis ce que ça va faire, c'est que ça va remonter d'un niveau. Donc, au lieu de simplement recycler, on va faire une réutilisation. Donc, au lieu de gaspiller tout ce qu'on a dépensé comme énergie et ressources pour produire les protéines et les lipides qu'on a dans les productions organiques, comme la nourriture, on va les donner à des insectes, eux autres vont en bénéficier, on va nourrir du bétail avec, et nous, on va pouvoir en bénéficier directement au lieu de faire du fertilisant, de devoir repasser par des plantes, réaccumuler dans les différents niveaux de la vie les énergies. Donc, l'idée avec les insectes comestibles, c'est en partie de redonner une deuxième vie aux aliments. On parle de restants de table, on parle des déchets d'épicerie et aussi tout ce qui est résidus d'élevage, donc production agricole ou même si vous avez une production de poulets, tous les œufs qui vont être cachés, les poulets qui vont être difformes ou vont mourir, on peut les utiliser et nourrir des insectes pour ensuite redonner à des élevages. C'est le principe de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc, on va avoir nos déchets qui sont produits, on les donne à manger aux larves. Ensuite, on peut produire du fertilisant ou on peut nourrir nos animaux de bétail avec. Et tout ça va servir à faire l'alimentation humaine par les plantes ou par les animaux d'élevage. Et ça retourne dans la boucle. Donc, c'est l'économie circulaire. Et avec ça, on peut même baisser l'impact des productions de viande comme le bœuf si on se sert des déchets organiques pour nourrir les larves et ensuite nourrir le bœuf. Et on sait évidemment que le bœuf, c'est une des productions les plus néfastes au niveau de production de gaz à effet de serre ou de consommation d'énergie.
Donc, on essaie de un peu rebalancer la chose. Il y a aussi d'autres productions qui peuvent être faites avec les insectes. On peut produire des molécules pharmaceutiques contre les bactéries, contre les virus. On peut aussi produire certains composés qui sont utilisés dans des médicaments, dans des crèmes pour la peau, toutes sortes de choses vraiment intéressantes. Et tout ça, ça peut aussi rentrer dans ce qu'on appelle les objectifs des Nations Unies, de la FAO, de la Food... non, de l'ONU, excusez, je me trompe. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça se rentre dans des cadres d'optimisation de la durabilité de nos productions. Donc, qui est-ce qui mange des insectes à travers le monde? Vous allez être surpris, mais en Amérique du Nord, on a un champion de la consommation d'insectes qui est le Mexique. En fait, c'est eux autres qui mangent la plus grande variété d'insectes à travers le monde. Donc, ils vont manger des choses comme des escamoles qui sont faites avec des œufs de fourmis, ce qu'on appelle souvent le caviar du Mexique, qui est excessivement dispendieux. Aussi des chenilles qui vont simplement être cuites ou bouillies ou encore chauffées dans de l'huile. Et des chapulines qui sont aussi des sauterelles qu'on peut consommer. Ici, vous avez les plus grandes classes d'insectes qui sont consommés à travers le monde en diversité d'espèces qui sont consommées. Donc, vous allez voir que le champion, c'est les coléoptères. On a aussi les chenilles, les lépidoptères, tout ce qui rentre dans les abeilles, les fourmis, tout ça, c'est les hyménoptères. Et nous, nos productions, ce qui est quand même intéressant, c'est que ça rentre dans un rang un peu plus petit. Donc, on va avoir les mouches de noir qui vont être produits, les grillons et les ténébrions, et les mouches de noir qui sont une de nos plus grandes productions pour le recyclage de déchets. Ce sont les diptères, donc tout petit en bas, seulement 2% des espèces des diptères qui sont utilisées. Pourquoi est-ce qu'on devrait manger des insectes? Il y a toutes sortes de raisons, mais certaines raisons qu'on passe rarement, c'est de découvrir des nouvelles saveurs. En fait, il y a tellement une grande diversité d'insectes qu'on considère qu'il y a jusqu'à 2000 espèces d'insectes qu'on peut consommer. Et toutes ces espèces-là ont des saveurs, des textures différentes. Et c'est un peu ce que Chef Joseph Youn essaie de vous faire découvrir avec ses dégustations et tout ça, c'est qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être intéressantes à essayer avec les nouveaux insectes. Les insectes qui ont quand même une composition nutritionnelle qui est intéressante, ils ont du fer, ils ont leur chitine, qui est leur carapace externe, va ressembler un peu à ce qu'on va retrouver dans les fibres de légumes. Donc, ça a des effets positifs sur la digestion. On a aussi une grande variété de minéraux, vu qu'on se retrouve avec de la viande et aussi des vitamines. Et évidemment, on parle souvent de l'apport des protéines et de différents lipides qu'on retrouve dans les insectes. Il faut quand même faire attention à ne pas penser que ce sont des aliments qui sont toujours tous incroyables. Donc, comme je disais, il y a 2000 espèces d'insectes qui existent. Ce n'est pas tous les insectes qui ont les mêmes apports nutritifs. Ça va varier d'une espèce à l'autre. Donc, quand on dit que les insectes ont un apport protéique plus élevé que le bœuf, ce n'est pas vrai pour tous les insectes. C'est ce que j'essaie de vous montrer avec le graphique ici. Donc, on voit que la proportion de calcium qui est au centre va être beaucoup plus grande pour les criquets adultes que pour le bœuf. Mais ce n'est pas la même chose pour le ténébrion et la larve d'abeille qui sont plus bas, donc un peu plus similaires avec le bœuf. Donc, il faut faire attention quand on parle des insectes, il ne faut pas trop généraliser à toutes les espèces. On parlait de l'impact environnemental. Donc, effectivement, il y a un impact environnemental qui est réduit comparativement aux autres productions animales. Donc, ici, vous allez voir que le bœuf est notre champion en effet néfaste environnemental. C'est vraiment malheureux. Donc, c'est peut-être pas le meilleur barème de comparaison qu'on a. On est peut-être mieux d'aller comparer avec le bœuf et la volaille, qui sont des productions plus durables. Et on voit quand même que les insectes, en général, là, on a une production de grillons, par exemple, sont vraiment plus performants que les autres espèces. Autant pour l'espace qui est demandé, la quantité d'eau qui est demandée, les gaz à effet de serre qui sont produits dans toute la chaîne de production. Les espèces qui sont élevées au Québec, c'est ces trois espèces-là. Donc, on a le ténébrion muni, le grillon domestique et la mouche de noir. Ici, vous avez les deux stades de vie. Donc, on va généralement manger le stade larvaire parce que c'est le stade qui est encore en train d'accumuler de l'énergie, tandis que le stade adulte a dépensé l'énergie pour devenir un adulte. Donc, on va récolter quand ils sont encore des larves, excepté pour le grillon, qui n'a pas vraiment de stade larvaire. Il ressemble toujours à un minuscule grillon ou à un gros grillon. Quelles espèces on choisit pour faire de la production massive d'insectes? C'est assez compliqué quand on regarde toutes les espèces à essayer de savoir toutes les composantes qui sont les plus bénéfiques pour chaque espèce.
Donc, on s'est concentré sur certaines espèces qu'on savait qui avaient une utilité et qui avaient une façon pratique de les faire, simplement parce qu'on peut les produire à gros volume, très concentré, donc on n'a pas besoin de trop d'espace, que leur cycle de vie est rapide. Donc, si leur cycle de vie était de 2 ans ou comme certaines cigales de plusieurs années, il n'y aurait pas vraiment un intérêt à essayer de faire une production massive, on serait toujours trop long. Et finalement, c'est aussi les besoins qu'ils ont. Donc, il y a certaines espèces, comme si on pense au ver de soie, qui mangent seulement des mulberries, donc une plante très spécifique. Ce n'est pas la chose la plus pratique à produire pour l'alimentation. On va plutôt viser des espèces qui sont capables de manger, comme je disais, des déchets organiques. Est-ce qu'on peut faire son propre élevage à la maison? Bien sûr que c'est possible. C'est pas si difficile et je vais essayer de voir rapidement avec vous les différentes étapes de nos 3 grosses espèces qu'on utilise au Québec. Évidemment, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir sur le lien ici, qui est une chaire de recherche qui vient d'être faite au Québec sur les insectes comestibles et qui donne toutes sortes d'informations très utiles. Si vous voulez prendre une photo, j'attends. Et je vous invite aussi, si vous voulez faire une production à la maison, à aller parler avec les gens en haut qui font de la production déjà. Ils seraient certainement prêts à vous vendre un bac de production pour vous permettre de démarrer chez vous de votre production à la maison. Donc, ici, on a les différents stades d'insectes. Donc, comme vous voyez, il faut quand même penser qu'on ne fait pas juste produire des larves. Généralement, si on veut produire en continu à la maison, il faut être capable de se rendre au stade adulte pour être capable de les laisser se reproduire pour avoir de nouveau nos insectes. Donc, les grillons, c'est l'insecte qu'on connaît généralement le plus dans la consommation parce qu'ils sont relativement simples à produire. Donc, il faut un contenant approprié. J'ai déjà entendu des histoires de gens qui vont essayer de faire dans un bac en plastique mou des grillons, puis après quelques semaines, se sont rendus compte qu'ils avaient mangé le derrière du bac et maintenant, c'était partout dans l'appartement à quelques milliers de criquets. Là. Je vous déconseille d'essayer de faire ça. Donc, il faut quand même un contenant qui est rigide. Il faut évidemment faire de l'aération parce que, comme nous, les insectes respirent. Et il y a certaines températures qui sont plus optimales pour leur croissance. Évidemment, vous pouvez les élever à des températures plus basses dans la maison, comme à 25-26 degrés Celsius. C'est juste qu'il faut être conscient que le stade de développement va être beaucoup plus long dans ce temps-là. Ils sont omnivores, donc ils peuvent manger beaucoup de choses différentes. Par contre, ils sont très sensibles à des bactéries et à des champignons. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est leur donner des aliments une journée et de les retirer 1 ou 2 jours après pour mettre des nouveaux restants d'aliments. Là, je vous parle de vos plures d'orange, vos restants de bouts de céleri, tout ce que vous n'allez pas manger, vous pouvez le mettre dans leur bac, ils vont grignoter. Puis après ça, vous pourrez prendre ce qui n'aura pas été consommé, qui est rendu tout sec, et peut-être le mettre à votre compostage. Évidemment, ils sont aussi un peu bruyants, donc je vous déconseille de le laisser dans la salle de séjour. Donc, on parlait d'un contenant approprié qui est solide, qui est ventilé et aussi qui a un endroit pour se cacher. Donc, les grillons sont plutôt nocturnes. Donc, on va essayer de leur mettre souvent juste les cartons de ponte. Quand on achète les œufs, on met ça à l'envers. Ils vont aller se cacher à l'intérieur, gruger un peu ça, puis ça leur suffit très bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de productions massives qui utilisent un style de carton comme ça dans leur production. Ils font juste les empiler. Et il faut aussi mettre de l'eau. Donc, ils ont besoin d'eau. Ils peuvent le prendre à partir de leur nourriture, mais évidemment, c'est mieux de leur mettre un petit bocal d'eau avec une éponge pour éviter qu'ils se noient. Si vous voulez faire le cycle complet, donc là, vous voulez vos grillons, vous voulez qu'ils pondent des œufs, vous voulez avoir d'autres grillons plus tard, il faut leur laisser ce qu'on appelle un substrat de ponte. Donc là, ce que vous voyez sur l'image, c'est des petits grillons en train de pondre dans de la terre humide. Ils vont rentrer comme un genre de long d'or sur leurs fesses, puis ils vont aller pondre dans le fond du substrat. Par contre, ils sont tendance cannibale, les grillons. Donc, si vous faites une grosse densité de grillons, ça se pourrait qu'ils se mangent entre eux s'ils n'ont pas assez de nourriture. Puis, ça se pourrait aussi qu'ils mangent les œufs. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste laisser le substrat de ponte 2 à 7 jours, l'enlever, le mettre dans un autre endroit qui est très humide parce que les œufs préfèrent avoir beaucoup d'humidité pour éclore, puis mettre un nouveau substrat après ça pour votre ponte. Ah, la mouche sel de noir. Donc, la mouche de sel de noir a un cycle de vie assez rapide qui prend 35 jours à quelques mois si on baisse la température, comme on a dit plus tôt. Il faut quand même considérer que les mouches sont des mouches, évidemment, donc elles vont voler. Et il faut quand même une voilière pour les adultes qui est ventilée pour leur permettre de se déplacer. Donc, les températures optimales sont de
28 à 30, 32 degrés Celsius. Ils ont besoin de beaucoup d'humidité, les larves, pour grandir. Puis on a besoin d'un substrat qui est très humide. Donc, contrairement aux grillons qu'on peut juste laisser sur le plat dans un bac, elles vont vivre et se déplacer à l'intérieur du substrat. Donc, il faut quelque chose qui est quand même assez fin, puis quelque chose qui est très humide. Évidemment, si vous voulez avoir vos adultes, ce qui va arriver après 12 jours environ, c'est qu'elles vont commencer à noircir, devenir un peu plus dures, puis éventuellement arrêter de bouger. C'est ce qu'on appelle le stade de pupe. C'est un peu comme un cocon d'un papillon avant l'émergence de la mouche. Et ce stade-là n'aime pas l'humidité, contrairement aux larves. Donc, ils ont un comportement qui est assez intéressant, qu'on va appeler l'auto-récolte, où est-ce qu'ils vont essayer de sortir du substrat humide. Donc, ce qui est une stratégie que certaines personnes ont faite, c'est simplement de mettre des rampes qui sortent de leur substrat. Les larves vont commencer à grimper sur les rampes pour s'éloigner de l'humidité. On met des chaudières au bout, ça tombe dedans, on les récolte. C'est le stade qu'on peut récolter pour utiliser pour nourrir ses poissons, ses cochons, ses poules. Et si on veut continuer le stade, leur reproduction, on va en prendre une partie, on va les laisser à un endroit un peu plus sec, mais quand même encore humide. Et éventuellement, on va avoir l'émergence des mouches adultes. Donc, on fait juste les mettre directement dans une volière. On va avoir des mouches qui vont sortir. C'est aussi possible de faire tout ça à l'extérieur. Je vous recommande d'aller voir des vidéos sur YouTube. Il y a des gens qui font juste laisser ça à l'extérieur, derrière chez eux. Et comme ce ne sont pas des pestes, ils sont vraiment attirés par les odeurs de putréfaction, ces mouches-là, ne vont jamais rentrer à l'intérieur de chez vous. Ils vont rester dehors, vont rester autour du même endroit, vont aller pondre dans le même endroit. Donc, c'est très facile à contenir et c'est une bonne façon de tout mettre ce que vous voulez recycler par vos larves dans un gros container. Vous pouvez ajouter de l'alimentation tous les jours et contrairement au grillon, vous n'avez pas besoin de retirer quoi que ce soit, à part quand vous voulez l'utiliser comme fertilisant dans votre jardin, par exemple. Donc, on peut tout le temps continuer à ajouter de la nourriture sans problème. Il n'y a pas de maladies qui sont connues pour ces espèces-là, donc c'est très facile à élever de ce point de vue-là. Une petite difficulté qu'on a si on veut faire l'élevage à l'intérieur de ces mouches-là, c'est que pour déclencher le comportement où ils vont s'accoupler entre elles puis commencer à pondre, il faut une longueur d'onde de lumière spécifique. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez faire des lampes spécifiques si vous voulez les avoir à l'intérieur, ou si vous l'avez dehors, il n'y aura aucun problème, ils vont juste reproduire naturellement avec la lumière qui va être disponible. Pour les pontes, on prend des petits morceaux de carton, vous voyez, c'est les côtés de carton très ondulés, puis ils vont aller pondre dans les endroits étroits jusqu'à 300 œufs par ponte. Donc, il y a une production qui monte très rapidement en volume. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre votre petit morceau de carton avec les œufs qui sont à l'intérieur, le rapporter dans votre bac si vous faites une production qui est séparée. Si vous faites une production à l'intérieur, mettez un grillage au-dessus de votre compost avec les larves à l'intérieur. Puis, les larves vont aller pondre dans le grillage. Ça va tomber naturellement dans votre compost en dessous. Et finalement, le ténébrion meunier, qui est une espèce qui est très utilisée pour la consommation humaine. Donc, température similaire de production, donc 28 degrés Celsius, il a aussi besoin de beaucoup d'humidité, donc 70%. Et c'est des omnivores comme les autres espèces que je vous ai présentées. Donc, ça mange des restants de carcasses, ça mange des fruits, des légumes, ça mange des feuilles, ça mange des choses en putréfaction. Par contre, les ténébrions sont vraiment sensibles aux moisissures. Donc, ce qu'on vous conseille si vous faites un élevage à la maison, c'est d'essayer de prendre tout ce qui va être sec et donner à vos ténébrions. Donc, on parle de restants de pain, du popcorn, des chips, de l'avoine, ou même si vous avez des choses qui sont très humides, vous pouvez les laisser sécher pendant une période, puis ensuite les donner à manger à vos ténébrions, il n'y aura pas de problème. Les adultes, donc souvent, ce qu'on va arriver, c'est qu'on va juste avoir un bac dans lequel il va y avoir les larves. Les larves, après un certain temps, vont devenir des nymphes. Les nymphes sont immobiles, donc c'est la petite forme que vous voyez, là, la pupe. Sont complètement immobiles et sont sans défense. Malheureusement, les ténébrions ont aussi une tendance cannibale. Donc, les larves vont manger tout ce qu'elles vont voir. S'ils voient une pupe juteuse qui ne bouge pas, ils vont la grignoter. Donc, ce qui est le mieux de faire, c'est de prendre votre pupe, la mettre dans un nouveau bac. Vous allez avoir des adultes qui vont émerger. Puis, les adultes vont pondre sur le pourtour des bacs. Vous faites juste enlever tout ce qu'il y a dans votre bac, enlever les adultes quand ils sont morts, reprendre du substrat, le remettre, et vos œufs vont clore, vous allez avoir un nouveau bac de production de ténébrions.
Ah, c'est ce que je suis en train de dire. OK. Pour les productions, donc si vous êtes un producteur en haut avec un kiosque, à qui on peut vendre ça, ou même nous, si on fait un élevage à la maison, comment on peut utiliser nos différentes productions? Bien, évidemment, on peut nourrir les animaux. D'ailleurs, on a trouvé, nous, que les poules étaient moins agressives quand on leur donnait des insectes vivants comme des larves et des ténébrions qui se promènent parce que ça stimule leur comportement d'attaque. Ils vont moins s'agresser entre elles, vont même devenir un peu joueurs avec les insectes, ce qui est très amusant. On peut aussi donner aux poissons. Donc, il y a possibilité, il y a beaucoup de productions qui vont les transformer en petites pelettes, comme vous voyez là en bas qui est utilisé, mais on peut aussi donner les larves qui ont soit été blanchies, donc bouillies rapidement, congelées ou même fraîches, encore une fois. Ces productions-là, en fait, dans notre économie au Québec, ça peut nous aider à répondre à des demandes comme en production de poissons. Donc, on a des grosses productions de poissons, des piscicoles au Québec. Et malheureusement, pour nourrir ces animaux-là, on a besoin d'huile de poisson. Ce qui est un peu ironique parce qu'on en a besoin dans la consommation humaine et c'est même très en demande tellement qu'on commence à avoir des problèmes pour fournir ces huiles-là. Donc, les insectes présentent une alternative où, au lieu d'aller donner de l'huile de poisson pour produire nos poissons que nous-mêmes on voudrait consommer, on peut prendre les larves qui ont des lipides qui sont intéressants et les donner à manger à nos poissons. On peut aussi donner à nos animaux. D'ailleurs, il y a un kiosque en haut de production de nourriture pour animaux domestiques qui sont faites à partir de larves. Et il y en a de plus en plus qui commencent à intégrer ces protéines-là parce que c'est des très bonnes protéines. Il y a tous les apports nutritionnels qu'on aurait besoin. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser de poulet ou d'autres composantes comme ça que nous, on jugerait très intéressantes pour notre propre consommation. Est-ce qu'il y a des déchets à produire des insectes? La réalité, c'est qu'il y en a vraiment très, très peu parce que, comme je vous disais, on peut avoir du fertilisant qui va être produit avec nos insectes. Donc, lorsqu'on a fini d'élever, par exemple, nos larves de mouches de noir, on les récolte toutes. On n'a plus du tout d'insectes dans notre substrat. Les larves ont en fait un genre de compostage accéléré. Donc, au lieu de prendre 3 mois à faire du compostage, ça prend une dizaine de jours. Bien sûr, il faut avoir le volume approprié. Mais c'est un compost qui est vraiment très intéressant, qui a même des capacités antifongiques qui peuvent protéger les plants de tomates. Et même, ça a été suggéré que ça pourrait augmenter la croissance de certaines plantes à cause de la présence de cuticules qui activent le système immunitaire des plantes. Donc, c'est vraiment plein d'applications pratiques. Je sais qu'il y a Tricyc qui en vend même dans les quincailleries maintenant, la production de frasse. Le frasse, c'est ce qu'on appelle le restant de compostage de nos insectes. OK. Je voulais vous faire voir avec vous un petit peu si on est une grosse production, puis on décide de s'installer à Québec. On produit nos insectes à Québec et on veut faire du recyclage de déchets organiques. Donc, on veut essayer d'être le plus écologique possible. Et qu'on a une entente avec une production de microbrasserie pas très loin. On prend leurs déchets, un grand marché. C'est très écologique, excusez, ça a été un peu vite. OK, je ne reculerai pas. Par contre, si on est une grosse production à Lévis, puis on décide de se faire approvisionner de déchets qui viennent de l'Abitibi ou d'Amérique du Nord, on vient un peu de perdre tout ce qu'on parlait de l'aspect écologique ou ce qu'on a moins d'émissions à effet de serre et tout ça parce que le transport doit être compté dans ces productions-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de décentralisation dans les productions d'insectes, donc d'être des petites productions dans une communauté qui va prendre des déchets très proches, dans un arrondissement de 50 km autour ou des choses comme ça. Et c'est ça qui va être le plus intéressant pour essayer de garder cet aspect écologique-là. Ah, si vous avez déjà peut-être entendu parler du Deep Space Food Challenge, qui est une initiative de la NASA puis de l'Agence spatiale canadienne pour essayer d'apporter des ressources aux astronautes qui vont aller dans des voyages de plus en plus longs et de plus en plus éloignés sans prendre trop d'espace et de ressources dans les vaisseaux spatials. Et les alternatives qui ont été le plus retenues pour cette activité-là, c'était un concours, ce sont toutes des productions d'insectes, donc des productions de ténébrions, des productions de grillons, puis des productions de mouches de noir qui ont été retenues. L'idée, c'est que ça ne prend pas beaucoup d'espace, puis qu'on peut même utiliser les déjections des toilettes des astronautes pour nourrir nos larves, puis ensuite
manger nos larves. C'est ce qui serait l'idéal dans une production, par exemple, sur Mars, qui serait autonome. Donc, ça a des applications peut-être des fois inimaginées. Et c'est aussi des choses qui peuvent contribuer à la sécurité alimentaire dans les régions éloignées où il y a de la difficulté à faire la gestion de nos déchets. Donc, ça réduit le volume de ces déchets organiques-là. Ça enlève la quantité d'eau. Donc, si on veut faire la gestion à une autre plante, les frais de transport sont diminués. Et en plus, ça l'aide à faire les productions locales. Et comme je disais, ça peut aider effectivement à tout ce qui est la gestion des déchets. Des fois, quand on va faire de la gestion de déchets humains, généralement, on n'ira pas pour la consommation humaine après à partir des insectes. Mais il y a d'autres applications, comme on en parlait plus tôt. Ici, vous avez quelques images d'à quoi ça peut ressembler une production d'insectes. Donc, effectivement, c'est un empilage de bacs sans fin de production. Donc, quand je vais vous parler d'un bac de production, en fait, c'est à peu près ça qu'on a en tête. Et on s'en va de plus en plus vers l'automatisation des productions, ce qui va nous aider à diminuer les coûts dans les prochaines années de tout ce qui est de l'achat de ces produits-là. On a quelques défis là, dans ce secteur-là encore. Effectivement, aujourd'hui, on est avec vous pour vulgariser parce qu'il y a encore un gros problème d'acceptabilité des gens. Il y a beaucoup de gens qui éprouvent du dégoût à manger des insectes comestibles. On aime beaucoup dans le secteur comparer ça à manger des sushis ou du poisson cru. Donc, il y a 50 ans, vous auriez dit à quelqu'un au Québec de manger du poisson cru. La réaction n'aurait pas été la même qu'aujourd'hui, parce que presque tout le monde adore manger des sushis, puis vous allez trouver des restaurants presque à tous les coins de rue. On a encore d'autres défis qui sont la réglementation. On travaille très fort là-dessus. C'est, comme je vous disais, il y a une chaire de recherche sur les insectes comestibles qui existe depuis peu au Québec pour ça. On a aussi une table filière qui rassemble des enseignants, des producteurs, puis des gens du gouvernement pour essayer de changer les réglementations. Donc, les enjeux réglementaires sur lesquels on est en train de travailler, donc, ils vont varier en fonction du secteur pour lequel on veut produire. Pour les humains, évidemment, on s'attend à ce que les réglementations soient très serrées. Donc, on doit avoir les enjeux de salubrité qu'on s'attend pour toutes les productions de consommation humaine. Pour le bétail, c'est aussi quand même très réglementé. Par contre, pour les insectes, pour les animaux domestiques, il n'y a pas beaucoup de réglementation à ce jour au Québec. Mais puisque c'est des productions qui vont aussi souvent déjà avoir d'autres produits à destination humaine et que les producteurs d'alimentation animale ont des exigences eux-mêmes qui sont très strictes pour s'assurer la protection de leurs consommateurs, on voit rarement, en fait, on ne voit pas de production qui ne respecte pas des standards de salubrité qui sont très hauts. La chaire de recherche dont je vous parlais, donc si vous voulez aller chercher plus d'informations, je vous invite à aller sur ce site-là. On a ici la professeure titulaire de la chaire, Marie-Hélène Deschamps, qui est aussi mon employeur en ce moment et ma directrice. Donc, une personne très sympathique. Si vous la voyez dans le grand marché, je vous invite à aller discuter avec elle. Elle est très intéressante. C'est pas mal tout. Merci beaucoup de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions, je peux essayer de répondre. On a le temps? Non? OK. Bon, ben, vous viendrez me voir. Merci beaucoup, Laurence, pour la belle présentation. Malheureusement, le temps est compté, mais elle va rester au Grand Marché. Donc, si jamais vous avez des questions, je vous invite à aller discuter avec Laurence Auger. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui.